Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau épisode de Digest Invest, l'hebdo des marchés, nouveau podcast d'Itoro, épisode numéro 6. Salut David, comment tu vas? Bah, très bien, salut Antoine, bonjour tout le monde. Déjà le sixième épisode, donc ça avance petit à petit. Voilà, donc effectivement, ce podcast, hein, c'est pour donner l'actualité des marchés, en fait, hein, savoir quelles sont les tendances, les news hein, sur les sociétés, qu'est-ce qui pourrait aussi faire bouger dans un sens ou dans un autre les marchés. Alors c'est vrai que là, on est depuis quelques jours dans une certaine crispation des marchés, hein, puisque on a eu la semaine dernière, c'était une semaine des banques centrales, on a eu la Fed, la BCE, la BOJ, hein, la Banque centrale du Japon. Et finalement, les marchés ont bien réagi, même si, en fait, il y a eu quand même des annonces qui étaient plutôt hawkish, comme on dit, c'est-à-dire plutôt négatives hein, pour les marchés. Et cette semaine, on voit que, eh bien, les investisseurs commencent à prendre en compte ces nouvelles plutôt négatives. Et notamment, hier, Jérôme Powell, président de la Fed, eh bien, tenait un discours devant le Congrès et il a quand même rappelé que eh bien, la hausse des taux n'était pas terminée pour cette année et par conséquent, ça tend un petit peu les investisseurs. Mais exactement, et on le voit, que ce soit aux États-Unis ou en France, hein. En France, par exemple, le CAC, il a perdu, ça fait sa troisième séance d'affilée sur lequel il est en terrain négatif. On le voit Hmm. aussi aux États-Unis, un S&P qui recule de 0,32% et un Nasdaq qui lâche lui de son côté un peu plus de 1%. Donc on le voit, hein, on le disait justement dans ces podcasts que depuis le début de l'année, les valeurs de croissance et toutes les valeurs tech étaient justement bien reparties, hein, avec un Nasdaq qui avait bien rebondi. Et puis là, il y a des craintes, alors des craintes autour de l'inflation, hein. L'idée, c'est d'essayer vraiment de ramener l'inflation vers un objectif de 2%. Et pour le moment, on est bien supérieur à ça, hein, parce que si on regarde les dernières données qu'on a eues, on a vu que les prix à la consommation, justement, ils continuaient d'augmenter de 0,1% sur le mois de mai et de 4% justement sur un an. Alors c'est quand même une bonne nouvelle parce que c'est le rythme le plus faible depuis mars 2021. Mais bon, on est toujours à des prix qui ont augmenté en moyenne sur un an de 4%. Donc c'est sûr que ça pénalise sur le budget des gens et ça inquiète un peu les investisseurs. On a aussi les non-farm payroll, donc les emplois non agricoles qui sont élevés à 339 000 postes, ce qui marque là aussi une accélération par rapport aux 294 000 postes qu'on avait en avril. Donc on voit que l'économie américaine reste résiliente, mais on a toujours ces questions d'inflation qui continuent à peser sur les débats. Jérôme Powell, lui, bah, comme tu le disais, il a un discours hawkish, il aimerait vraiment, et son but, c'est d'essayer de ramener justement l'inflation à 2%. Et pour ça, Hmm. il s'empêche pas justement de éventuellement refaire une hausse des taux si nécessaire. Alors que nous, chez eToro, on prévoit plutôt vers la fin de l'année, si les marchés continuent à bien performer, on prévoyait en tout cas là, les conditions de marché ont un peu changé, mais on prévoyait auparavant justement que d'ici décembre, on allait avoir éventuellement une baisse des taux, Hmm. voire un Ouais, relâchement à ce niveau-là. Donc, ouais. ce sera à suivre, mais en tout cas, voilà, il y a eu le discours Bah, de Powell qui était intéressant. Il a aussi parlé d'ailleurs dans son discours des crypto-monnaies, notamment de tout ce qui est MNDBC, donc monnaie numérique de banque centrale ou Central Bank Digital Currencies, en disant que c'était aussi quelque chose qui allait devenir une réalité. Donc voilà, on suivra tout ça, mais en tout cas, il y a pas mal de d'actu dans tout ouais. ce qui est politique monétaire et inflation. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la baisse des taux, elle est vraiment enterrée, hein. C'est clair qu'il n'y aura pas de baisse de taux en 2023. En revanche, 2024, ça sera très probablement le cas. Mais effectivement aussi, c'est aussi comment dire, un prétexte pour prendre ses bénéfices, hein, puisque le Nasdaq, je le rappelle, progressé de 38% depuis le début de l'année, depuis ses points hauts. Donc là, on a une petite correction de 2%, c'est pas bien méchant. Maintenant, à voir si ça va continuer.
si on aura une correction plus profonde, ce qui est possible, hein, je veux dire, après, on arrive aussi dans une période où les volumes vont être très creux et les mouvements pourraient être assez importants. Mais la tendance haussière n'est toujours pas remise en cause. Alors maintenant, on va parler de Tesla, hein, et du salon Vivatech, hein, qui s'est tenu à Paris, où Elon Musk est venu à Paris et a répondu à des questions. Ça a attiré énormément de monde. Euh, Tesla, c'est un des très beaux parcours en bourse, hein, puisque je le regardais depuis 2 mois. Le titre a repris 70%, enfin a progressé 70%. Et du coup, c'est intéressant de suivre cette valeur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, David, toi? Qu'Elon Musk est une rockstar, on l'a bien vu Ouais. à Vivatech. Il a attiré énormément de monde justement lors de sa conférence. Il y a aussi eu une émission sur France 2 qui s'appelle Dans la tête d'Elon, qui a été faite la semaine dernière pour justement son passage à Paris et à Vivatech. Moi, j'ai trouvé la conférence intéressante. J'ai trouvé le journaliste, donc Maurice Lévy, qui était le directeur de Publicis, très bon sur comment il a drive l'interview d'Elon Musk tout le long. Et puis, sinon, on le voit, hein, Tesla, c'est toujours une action qui attire énormément d'investisseurs particuliers. Nous, chez eToro, c'est l'action la plus détenue par nos utilisateurs. D'ailleurs, ça n'a pas manqué ces derniers mois. On l'a vu encore qu'il y a eu beaucoup de volume sur l'action Tesla. Et puis, d'un point de vue bourse à proprement parler, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que Tesla a eu là, justement, hier, on a eu les analystes de Barclays hein, qui ont justement abaissé leur note. Donc, ça aussi, c'est à prendre en compte et c'est ce qui explique euh, le fait que Tesla corrige. Or ça, on a eu, et hors Vivatech et Elon Musk pour Tesla à proprement parler, on a eu aussi des bonnes nouvelles pour tout ce qui est borne de recharge de voitures électriques. Et ils ont annoncé plusieurs partenariats, notamment un avec General Motors, ce qui a aussi bénéficié au cours de l'action Tesla. Maintenant, on le voit, si on regarde le graphique, on voit un niveau de support assez important aux alentours des 310 $ pour Tesla. On verra si on arrivera à casser ces niveaux-là justement cet été. Comme tu le dis, en général, pendant l'été, il y a quand même moins de volume sur les marchés. Mais voilà, Tesla qui reste une action qui plaît au grand public, qui plaît aux investisseurs particuliers. Et Elon Musk qui est à lui seul un, un énorme, enfin, un excellent agent pour la presse parce que il y a même pas besoin d'avoir d'autres personnes qui communiquent autour de ces marques. Il le fait très bien tout seul, hein, que ce soit Tesla, Ouais. SpaceX, Neuralink, The Boring Company, etc., etc. Donc voilà, Tesla a gardé un œil dessus sur un point de bourse. De toute façon, les voitures électriques, on le sait, c'est quelque chose qui est un secteur qui fonctionne plutôt bien sur les marchés. Donc moi, je pense que Tesla, je sais pas toi ce que tu en penses, même s'il y a eu Ouais. un abaissement de les recommandations des analystes Ouais. de Barclays, je pense que ça reste une action intéressante. Non, mais je pense que oui, effectivement. Alors après, les actions, enfin les sociétés sont soumises à des recommandations, donc ça peut être positif, soit négative. Là, pour le coup, c'est un abaissement, mais la majorité des recommandations sont plutôt positives quand même sur Tesla. Ensuite, Tesla est vraiment rentré dans une guerre des prix sur les modèles. On a vu notamment le modèle 3 va pouvoir bénéficier du crédit d'impôt Biden, hein, le crédit d'impôt qui va aller jusqu'à 7 500 $ pour une Tesla, un modèle 3, ce qui fait que la modèle 3 va être, par titre de comparaison, moins cher qu'une Toyota Camry, qui est le modèle électrique de Toyota, qui est quand même beaucoup moins, on va dire, esthétique et beaucoup moins performant en termes de technologie que la Tesla. Donc du coup, euh, il y a aussi une stratégie de casser les prix, hein, sur le marché de l'électrique, de garder les parts de marché, hein, même d'augmenter ses parts de marché sur le secteur. Et Elon Musk y arrive totalement, puisque les Tesla sont les modèles les plus vendus et largement dans le monde. Donc du Moi, coup, la seule crainte je que j'ai pense pour que Tesla, si je, ouais, si je puis me permettre, la oui, seule oui, crainte que j'ai moi pour Tesla, c'est justement, mais ça je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le podcast,
le fait que pour le moment, ils ont un avantage compétitif énorme, hein. C'est les premiers sur les véhicules électriques et c'est vraiment le leader. Mais je pense que plus les années vont évoluer, plus on va avoir des concurrents classiques sur ce secteur-là, hein. On peut penser déjà à BMW qui fait des modèles. Mais je pense que c'est juste une question de temps avant que d'autres marques, Renault, Peugeot, Fiat Chrysler, etc., General Motors, se mettent eux-mêmes aussi à lancer des SUV électriques. Donc, je pense que pour le moment, Tesla a un énorme competitive advantage. Ils ont aussi le fait d'avoir Elon Musk qui aide parce qu'il plaît beaucoup aux particuliers. Mais Mm. si on compare la valorisation par rapport à d'autres sociétés du secteur des véhicules du secteur automobile, on voit que quand même Tesla est survalorisé par rapport à ses concurrents. Après, la question, c'est est-ce qu'on voit Tesla comme Oui, une entreprise de voiture ou comme une oui, oui, c'est entreprise qui ça. va créer Non, mais Optimus justement, Prime, quoi. c'est ça, c'est que Tesla est considéré en même temps comme est en même temps dans le secteur auto, mais en même temps dans le secteur tech. Donc on est à la frontière des deux, quoi. Donc c'est pour ça que Tesla a une valo aussi importante. Mais il faut quand même rappeler que Tesla est aussi un des constructeurs automobiles qui a la plus grande marge. Hein. Ils ont une marge de plus de 13-14%. Là où Renault a 5% de marge, où tous les constructeurs sont entre 6 ou 7. Donc on voit que il y a aussi la marge qui est très très bonne pour Tesla. Donc et en même temps ils font des bénéfices, etc., etc. Donc je pense que voilà, voilà, en tout cas on verra bien après le prix est ce qu'il est à l'instant T. Maintenant on est sur une dynamique en tout cas boursière très positive. Certes, il y a eu 70% de hausse là sur les quelques dernières semaines, donc peut-être ça peut se calmer, mais à moyen long terme, j'estime que on pourrait aller voir plus haut, moi, sur Tesla. Voilà, c'est un avis personnel. Maintenant, on Ouais, va, je on vois va bien. s'attarder sur une autre société. Alors, pas du tout le même domaine. C'est un club de foot que vous connaissez tous, Manchester United. Manchester United dit justement, eh bien, fait l'objet de rumeurs sur une reprise par eh bien la Qatar Islamic Bank à la QIB. Voilà, donc pour l'instant, ce sont des rumeurs, mais est-ce que on a plus d'informations? Eh ben, on aura peut-être plus d'informations lors des résultats, hein. Les résultats sont censés avoir lieu aujourd'hui, donc on risque d'avoir plus d'informations. Ce qui serait intéressant de noter, c'est que, alors j'avais écrit un article à l'époque justement qui expliquait que les clubs de foot avaient un PER beaucoup moins élevé que certaines entreprises, et donc ça pouvait être une opportunité de diversification. Là, on le voit, hein, on est arrivé à des points hauts sur Manchester United, hein. Pour rappel, ils ont atteint un plus haut historique aux alentours des 27, des 27 dollars. Donc, on verra si on va revenir à ce niveau-là, mais c'est là où il y a un support très, très important parce que c'était les anciens niveaux et les anciens plus hauts historiques, hein. Donc, on avait touché en 2018 et puis après en 2022. Là, on est venu corriger. C'est vrai que les rumeurs de rachat sont plutôt bénéfiques, hein. On verra maintenant ce qu'il en est. Pour rappel, la famille Glaser, qui est celle qui détient actuellement Manchester United, ils ont racheté justement le club pour 790 millions de livres à l'époque. Donc, je pense qu'ils risquent de faire aujourd'hui, avec l'arrivée des Qataris et justement le rachat, ils risquent de faire une belle plus-value parce que aujourd'hui, on estime que le montant, il serait aux alentours de 6 milliards d'euros. Donc, bien évidemment, il faut que ce soit encore confirmé. Pour le moment, ça reste que des rumeurs. Mais en tout cas, c'est quelque chose à suivre. On avait eu aussi Elon Musk il y a quelques mois qui avait fait justement une blague sur Manchester United en disant que justement avoir un club de foot, ça peut être éventuellement pour des personnes très riches un moyen de représentation important. Et donc, en tout cas, c'est l'angle que semble vouloir prendre la Qatar Islamic Bank en rachetant le club. On verra maintenant si l'opération se finalise ou pas dans les prochaines semaines. Ouais, on suivra ça avec grand intérêt, effectivement, parce que là, on est en plus dans
dans la phase, de transfert, hein, enfin dans le mercato, hein, qu'on appelle, dans le foot et donc on aura beaucoup de d'évolutions, dans les prochaines semaines. Heu, David, est-ce que tu as des choses à rajouter? Je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine, c'est vrai qu'on est plutôt en fin de trimestre, hein, on va terminer le deuxième trimestre là dans une semaine. Les résultats d'entreprise vont démarrer au mois de juillet. Donc là, on est un peu dans une période de creux, on va dire, où on termine un petit peu voilà, le trimestre. On va ajuster les portefeuilles. Maintenant, on va dire que le deuxième trimestre est quasiment fait. Mais c'est vrai que là, on est un peu dans une période de creux. Il n'y a pas forcément énormément de news non plus. Et juste pour ajouter quelque chose avant qu'on termine, on fera aussi Mm. un webinaire sur les résumés Oui, du deuxième trimestre. Donc, n'hésitez pas à suivre ça, hein. On vous enverra de toute façon les communications autour de cet événement. Et puis, je pense que c'est tout pour cette semaine. Moi, j'ai rien à rajouter. En tout cas, merci Antoine pour ton temps. Merci à tous de nous merci avoir à toi. écoutés. N'hésitez pas à nous suivre et à liker le Mm. podcast et à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on parle d'une action en particulier ou si vous avez des axes Ouais, d'amélioration. Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à ouais. tous. Merci.